Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de ce Vendée Globe qui, une fois de plus, s'annonce très passionnant. Je le vois, c'est bon, il est bien connecté, c'est notre consultant Yann Amis, vous allez bien? Oui, très bien, Denis. Excuse-moi pour le petit téléphone. Il n'y a pas de souci. Alors mon cher Yann, ça y est, ça fait 75 jours que nos skippers se sont élancés des Sables d'Olonne et ne sont toujours pas revenus. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que le record ne sera pas battu. Un record établi en 2017 par Armel Lecléache qui avait remporté la course en 74 jours, 3 heures 35 minutes et 46 secondes si on veut être précis. Alors certes, pas de record, mais quand même, on peut le dire, une épopée formidable puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut toujours pas dire qui va gagner cette édition 2020-2021 puisqu'ils sont encore une bonne poignée de participants à pouvoir prétendre au titre final. Alors attention, certes, ils sont encore nombreux, mais quand même des scénarios, on a déjà vu des duels où en dernière semaine, c'était un petit peu indécis, comme en 2005 avec Vincent Rioux et Jean Le Cam, à peine 6 heures de différence sur l'arrivée finale. En 2013, c'était François Gabard et Armel Lecléache, à peine 3 heures. Et en 2017, plus récemment, Armel Lecléache qui est toujours dans les bons coups, à peine 15 heures de différence avec Alex Thompson. Alors aujourd'hui, sur le podium, on voit actuellement Charlie Da 1 en 2 Louis Burton et en 3 Boris Herman. Alors justement, Yann, par rapport à Louis Burton, qui on l'a vu mercredi avait pris une option plutôt à l'ouest, est-ce que c'est un choix payant? Écoute, ça fait 2 jours et au bout de 2 jours, je pense que ce matin, on est en train d'observer, on va l'observer en direct quasiment dans la matinée, mais Louis Burton risque de repasser devant Charlie Dalin. Et effectivement, l'option ouest pour lui qui consistait à allonger sa route, mais avec des vents un peu plus forts, semble lui être beaucoup plus favorable. Et c'est vrai, quand on regarde cette nuit ce qui s'est passé, Louis Burton avait un vent de sud à peu près de une quinzaine de nœuds, et là, en fait, où les autres concurrents étaient à 11-12 nœuds. Bon, là, c'est en train de je dirais, ça sera de s'homogénéiser entre eux puisqu'ils sont en train de converger. Et ce matin, on avait quand même entre 30 et 35 nautiques. Là, je n'ai plus que 15 ou 16 nautiques entre deux. Autant te dire que la position de Louis est plus favorable parce qu'il va pouvoir être plus rapidement au nord et notamment arriver un petit peu plus vite sur les Açores que Charlie. Alors, faut bien remettre ça dans son contexte. 15 nautiques à l'échelle, de ce qui reste à parcourir, c'est vraiment, ridicule en fait. Donc, En gros, on est avec un paquet de 5-6 coureurs qui sont quasiment susceptibles d'arriver en premier sur les sables sans être capable aujourd'hui de dire franchement plus l'un que l'autre, quoi. Et justement, l'arrivée est toujours prévue aux alentours du 27 janvier? Le 27, ça va arriver entre le 27 et le 28, hein, ça c'est clair. Ce qui est assez délicat à observer, c'est un petit peu le comportement des coureurs là, comment ils vont arriver sur les Açores, parce que les modèles sont un petit peu divergents. Je regardais ça un petit peu avec les modèles à la fois globaux et les modèles régionaux. Très intéressant, parce qu'on a une petite dépression qui se met en place sur le nord-ouest des Açores dimanche, donc ils vont chercher à se glisser dans les Açores, je pense, et ensuite rejoindre quasiment en route directe les sables. Mais ça ouvre quand même une belle lutte, je dirais, de position là quand ça va commencer à se mettre en place sur les Açores, quoi. Et est-ce que les états de mer, il faut encore prendre en compte cet élément? Alors, l'état de mer est une constante, en fait, mais globalement, ils vont tous évoluer sur le même état de mer. C'est-à-dire que l'état de mer est relativement important parce qu'on a un rail atlantique qui fonctionne très bien. On a une succession de perturbations. Donc, on a eu Hortense qui est passé cette nuit sur les côtes atlantiques. Bon, un petit peu moins fort que ce qui était escompté par rapport un peu au battage médiatique que l'on a pu voir dans la presse. Bon, derrière, ce qu'il faut voir, c'est quand même on est en flux perturbé zonal d'ouest, donc bien installé sur l'Atlantique. L'état de mer, il est entretenu, donc on va rester sur des états de mer relativement importants. Donc l'ensemble des coureurs va progresser sur cet état de mer. Donc on va avoir une lutte en fait qui va s'exercer, je dirais, plus à la capacité à garder de la lucidité, faire avancer son bateau le plus vite. Mais écoute, ça va être assez passionnant. Ouais. Et là, justement, avec cette configuration, est-ce que le fait d'avoir un foil sur les bateaux, c'est un avantage? Bah écoute, quand tu regardes quand même, on a quand même 2-3 bateaux qui sont sans foil, qui sont dans le paquet de tête. Donc au bilan, on va dire de ce Vendée Globe, je pense que la question sera assez ouverte par rapport à la suite. Mais là, globalement, on a des bateaux qui on regarde Jean-Louis et Jean Le Cam, ça le fait largement. Il est à 250-300 nautiques. Bon, en étant aux Açores, avec un état de mer qui est relativement important.
des vents relativement soutenus, bah écoute, ils ont leur place à jouer parce que là, le foil n'apporte pas de supplément, je dirais, de vitesse. C'est vrai que sur l'Alizé, ça leur a permis de gagner sur la tête de course, mais là, à partir du moment où on va rentrer dans une mer relativement bien formée, le foil n'est pas un avantage, quoi. Alors ça, c'est pour la tête de course, mais à l'arrière, on a quelle situation? Alors l'arrière, c'est un petit peu plus, plus simple pour certains, c'est-à-dire ceux qui sont en train de glisser sur l'Alizé de nord-est. Comme on a Armel Tripon qui glisse sur l'Alizé de nord-est, on a Maxime Sorel aussi, Banque Populaire qui a glissé également sur ce flux de nord-est. Donc là, c'est des routes relativement simples et plein nord. À l'arrière, on a juste Athanasio là, qui est en train de glisser, lui, sous le poteau noir, donc ça va être une journée un petit peu plus compliquée. Charal, qui a réussi à se faufiler judicieusement, on va dire, sur le nord de l'anticyclone, donc il a chopé une petite veine de vent, et là, il va pouvoir rejoindre l'Alizé de sud-est. Par contre, à l'arrière, on a un phénomène de blocage, notamment au large de Rio, où là, on le voit bien sur la carte, hein, sur le nord de l'anticyclone, c'est un véritable calvaire. On a une zone de vent faible qui s'est mise en place. Et là, les bateaux sont en train de rentrer les uns derrière les autres dans ce paquet. Là, ils sont 6 bateaux. Donc, on a Bédalia avec Pip Har à l'ouest. On a Alain Roura sur la partie est. Et au centre, on a Didac Costa. Et en fait, ils vont se retrouver à un paquet de 6. Là, ils vont être quasiment regroupés. Et ensuite, quand la situation va s'améliorer avec le vent d'est sur la bordure de l'anticyclone, ils vont regagner ensemble sur l'Atlantique sud. Et là, en l'occurrence, on va avoir une petite compétition et c'est une navigation qui va être pour eux beaucoup plus sympathique puisqu'ils seront en contact. Voilà. Merci beaucoup Yann Amis de nous avoir consacré ces quelques minutes concernant le Vendée Globe édition 2020-2021. On vous retrouve la semaine prochaine pour une semaine encore une fois passionnante puisqu'on va vivre ensemble cette arrivée. Merci beaucoup Yann. Merci Denis, merci à vous tous. Bon week-end. Bon week-end et je vous retrouve très vite ici même sur notre page Facebook Agathe Météo mais également celle de Sportriser. À très vite.